aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est le back to school de Start the Fuck Up. Alors, la rentrée, je ne sais pas si ça vous parle comme moi, mais la rentrée en école, quand on était petit, il y avait un peu toujours deux teams. Je ne sais pas dans quel team vous étiez, mais il y a la team de «Oh non, c'est la rentrée, faut retourner à l'école». Et la team de trop bien, on va voir qui y a dans ma classe, on va voir qui c'est les profs, on va pouvoir avoir des potins un peu. Je vois qu'il y a je vois la deuxième team qui est là, au premier rang d'ailleurs, hein, évidemment, parce que ceux qui racontent les ragots, c'est parfois aussi les intellos, hein, on les connaît. Mais bon. On n'est plus à l'école, ça nous a manqué un petit peu, mais je trouve que à la rentrée en septembre, ça se ressent encore un petit peu. Il y a le côté, on peut se mettre soit en mode bon, c'est bon, le taf a repris, on prend les mêmes et on recommence et on refait les mêmes projets. Et puis c'était quoi déjà la roadmap qu'on s'était donnée en juin que personne n'a écouté, ouais. Merci pour ce rire, Sandra, parce qu'on a fait la roadmap ensemble, donc ça fait plaisir. Mais il y a aussi le côté, ouais, c'est trop bien, c'est la rentrée, c'est le moment d'impulser soit des nouvelles dynamiques, soit de reprendre des bonnes résolutions qu'on avait en début d'année et qu'on a un petit peu pas eu le temps de mener dans l'opérationnel du premier semestre. Bah, cette année, nous, bon, très honnêtement, on va vous le raconter, mais on a fait un début d'année qui cartonne pas mal. Mais tant qu'à faire, merci. C'est pour ça qu'on paye le champagne, hein. Sinon c'est du jus de pomme, hein, et du champomis. Mais tant qu'à faire, on va essayer de profiter de cette rentrée avec vous pour faire les deux, reprendre les bonnes résolutions qu'on avait annoncées et impulser des nouvelles dynamiques. Donc sur les bonnes résolutions, pour les plus assidus d'entre vous, nos chers newsletters de vœux qui arrivent toujours vraiment le 1er janvier à minuit, hein, ou le 1er février parfois, on avait annoncé cette année que ça risquait d'être une année marquée d'une part par les enjeux environnementaux, d'autre part par les sujets de deep tech et de réindustrialisation. Bon, les sujets environnementaux, on a fait une table ronde il y a quelques mois sur ce sujet, avec notamment des gens de chez Gis qui avaient pris la parole. Mais aujourd'hui, on va parler de deep tech. Alors pourquoi on parle de deep tech? Déjà parce qu'en fait, on est assez persuadé que, bon, les technos digitales, ça a transformé pas mal de choses, c'est sympa, mais dans les chaînes de valeur dans lesquelles pas mal de corporates sont installés, il y a quand même des choses qui se débloquent pas que par le digital. Il y a un moment, il y a aussi l'aspect physique, l'aspect produit, l'aspect industrialisation, l'aspect procédé, et que tout ça, le digital, c'est cool, mais ça suffit pas. Et puis, accessoirement, nous, on est très contents parce que quand on parle de sujet deep tech, on a vaguement l'impression que nos diplômes d'école d'ingénieur nous servent à quelque chose. Et ça, franchement, ça nous fait plaisir. Mais, mis à part ces deux petites raisons, la deep tech chez nous, le fait de choisir un événement sur la deep tech aujourd'hui, ça sort pas de nulle part. On va beaucoup revenir dessus, mais on démarre en cette rentrée, des très très beaux programmes autour de la deep tech. Un dont on va reparler évidemment par la suite avec la BPI sur l'accompagnement de PhD dans la valorisation de leur techno, et un autre avec l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc, dont on a Yacine Larzoui qui est un représentant aujourd'hui. Je suis très heureux que Yacine ait pu faire le déplacement jusqu'à nous pour propulser des innovations deep tech, notamment sur le territoire africain. Donc ça, c'est la partie les bonnes résolutions, et pour le coup, on a essayé de suivre un petit peu notre roadmap et de bien l'impulser à cette rentrée. Mais il y a aussi la partie des nouvelles dynamiques, et ça, dans cette rentrée, on en a des jolies, des dynamiques, parce que pour parler de ces sujets industriels, deep tech, l'approche très Paris-centric, pour prendre un anglicisme, marche pas toujours, parce que des sites industriels à la Défense, il n'y en a quand même pas des masses. C'est beaucoup plus réparti en fait, les innovations deep tech sur l'ensemble du territoire français ou même à l'international pour aller capter les plus belles innovations. Et donc cette rentrée, on est assez heureux d'annoncer que d'une part, on ouvre déjà une première antenne à Lyon pour se rapprocher de nous. Voilà, je vois des intéressés là déjà à ma gauche, d'un certain nombre de sites industriels. Et donc, c'est Johan Arias, notre partenaire, qui sera en lead de cette antenne-là. Vous pouvez le chercher dans la salle, il n'est pas là, il est à Lyon, je viens de le dire. Merci. Merci Antoine. Mais
comme on l'avait évoqué aussi, j'ai un peu spoilé en parlant d'Yacine, mais on s'envole aussi vers le Maroc, porté par des super partenaires comme l'UM6P, l'OCP et la Royal Air Maroc. Et donc on aura Rizlen, notre partenaire qui est aux manettes sur place pour démarrer ce beau projet. Et si je vous ghost un petit peu sur des calls en cette rentrée, c'est notamment parce que je fais pas mal d'allers-retours pour structurer les choses là-bas. Donc merci de m'en excuser d'avance. Mais on est très heureux en tout cas de ça. Donc on va essayer de bientôt refaire le logo Start the Fuck Up pour qu'il y ait marqué Paris Lion Morocco juste en de Casablanca ou Ben Guerir d'ailleurs, juste en dessous. Et donc une bonne conf ne se finissant jamais sans un bon call to action, pour ceux qui ont suivi les formations pitch de Start the Fuck Up. Merci. Si vous avez des antennes à Lyon ou d'ailleurs au Maroc, si vous connaissez des gens qu'on devrait rencontrer dans ces villes, dans ces pays, si vous connaissez des acteurs de l'écosystème d'innovation avec lesquels on devrait être mis en relation, venez nous voir, ça nous fera très plaisir d'en discuter. Yes, on va se parler, Jean. Mais en tout cas, merci d'être là avec nous pour célébrer cette rentrée exceptionnelle, encore plus exceptionnelle parce que vous êtes avec nous pour la fêter. Et on est très heureux. Et comme promis, je vais essayer de lâcher ce micro à un moment. Mais voilà, notamment parce que c'est pas moi que vous êtes vraiment venu écouter. Donc tout de suite, je vais laisser la parole à laisser la parole à Mika. Je vais laisser le micro à Mika, c'était ça la phrase, pour une discussion avec deux intervenants tout aussi exceptionnels que cette rentrée, notamment de BPI et de Techno Founders, mais je laisse Mika faire les intros. Merci beaucoup. Merci. Tu veux parler de la tombola aussi? Tout le monde a bien son ticket de tombola? Ok, c'est très important. Bien, bonsoir à tous. Nous allons attaquer donc cette table ronde sur le sujet de la deep tech et de qu'est-ce que ça veut dire les collaborations entre les startups deep tech et les grands groupes, avec deux invités de marque que je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. David Bougeot, directeur adjoint Deep Tech de BPI France, et Olivier Leblinvaux, managing partner du startup studio Techno Founders, spécialisé en Deep Tech. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Koenka. Je suis un des 3 cofondateurs de Start the Fuck Up et selon certains, le plus geek des 3. Voilà. On verra ça au moment de la tombola, ce sera confirmé. Donc merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer aujourd'hui donc le sujet des collaborations entre les grands groupes et les startups deep tech. Mais avant de rentrer dans ce sujet qui vous tient à cœur, on va démarrer par des petites introductions à la fois de nos invités et aussi de rappeler pour ceux qui ne connaisseraient pas ce mot abscon et anglais qui est donc deep tech, un petit peu ce que ça veut dire. Bonjour David, bonjour Olivier, est-ce que vos micros fonctionnent? Mic check. Oui, test 1, 2. Test 1, 2, tout le monde les entend, c'est parfait. On va démarrer par une petite présentation. David, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'observe le taux de remplissage du premier rang qui montre que finalement tout le monde était très engagé dans ces conversations au champagne. Mais donc, ça va pouvoir mettre une bonne ambiance. Donc, je suis David Bougeot, je suis directeur adjoint de la Deep Tech chez BPI France. Je ne définis pas encore la Deep Tech, mais on est une direction qui a été créée en 2019 pour déployer un plan qui a été voulu par l'État, qui s'appelle le plan Deep Tech, qui vise à créer les leaders technologiques de demain. C'est un plan qui est doté de 5 milliards d'euros, qui vise à faire émerger chaque année des laboratoires de recherche, notamment 500 startups, et à faire en sorte qu'elles aient une croissance qui permette à la fois d'industrialiser, mais aussi de répondre à des enjeux qui sont importants dans la santé, dans l'industrie, dans la green tech. Et donc, nous, on s'occupe à la fois de coordonner tous ces financements, mais aussi de faire en sorte que le chemin du laboratoire jusqu'au marché soit le plus smooth possible et pour tous les entrepreneurs. Merci David. Olivier, à ton tour. Eh bien, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Olivier Leblinvaux, un des associés fondateurs du studio Techno Founders. Nous, on est un startup studio deep tech. Donc concrètement, en fait, on investit dans des sociétés technologiques très peu matures, des tickets entre 400 000 et 1 million d'euros, sur des sociétés entre la création
et amorçage série A. Notre spécificité, c'est qu'on est capable de structurer ou de finaliser la structuration de projets deep tech. Et du coup, notre cœur d'activité, c'est le tech transfert. Donc, on va identifier des technologies dans des laboratoires de recherche, essentiellement en France, et on construit avec les chercheurs ou les organismes de valorisation des opportunités d'investissement. C'est ça qu'on fait. Et donc, nos partenaires, traditionnellement, depuis maintenant 10 ans, c'est le CEA, le CNRS, l'INRAE, ce genre d'instituts. Et évidemment, les SAT, qui sont très soutenus par BPI. Donc voilà un peu ce qu'on fait. On le fait avec 3 objectifs. Le fait de mieux produire, mieux soigner et renforcer notre souveraineté. Et on regarde des technologies dans 6 secteurs, à la fois l'agriculture, la santé, la chimie verte et les matériaux, la sécurité et le spatial, l'électronique et l'IA. Et j'en oublie un, l'énergie, mais qui démarre à peine. On n'a pas encore sorti de projet dans cette veine-là. Donc voilà, on a créé 15 sociétés toutes très deep tech, avec pas mal d'échanges, d'expériences avec certains grands groupes, la plupart très bonnes. Donc voilà, c'est important, c'est super sympa de pouvoir les partager aujourd'hui. Après, humblement, on n'a vécu que 15 startups. Donc on va essayer de partager ça, mais c'est humble. Merci beaucoup pour ces introductions. Donc pour ceux qui auraient peut-être rien compris ce qui a été dit en termes de description des activités des startups deep tech, on va revenir quelques instants sur la pédagogie de qu'est-ce que c'est qu'une startup deep tech par rapport à une startup normale. Donc vous savez, une startup normale, c'est un petit peu l'exemple classique de Facebook. C'est je vais démarrer mon petit prototype digital en 3 mois avec 2 codeurs dans une cave. Je vais le lancer dans les universités américaines. Là, ça va bien prendre sur un campus d'université. Après, je vais le faire sur 100 campus d'université. Et après, comme ça, avec ces itérations, donc ces cycles d'échec et d'apprentissage et d'évolution du produit, eh bien, je vais réussir à conquérir le monde avec une super réseau social qui fait tout, y compris le café. Tandis qu'une startup deep tech, comme ça a été évoqué par Olivier, c'est une startup qui, à la base, part d'innovation de recherche fondamentale, proche de recherche fondamentale, souvent issue de la recherche publique, en tout cas en France, qui est une recherche majoritairement publique. Donc, c'est votre ami le plus geek de CM2 qui est parti faire soit une école d'ingénieur ou une licence de physique parce qu'il adorait la physique, et après il s'est dit tiens, je vais faire de la recherche sur le rayon gamma appliqué à la zoomorphose du génotype des avions. Et là, vous êtes très bien, ça a l'air précis comme sujet. Et bien après, ces gens-là vont essayer parfois de trouver des applications marché à ces technologies et donc de se dire, tiens, mais en fait, finalement, à quoi ça pourrait servir dans le vrai monde ? Voilà. Et donc là, c'est le début de la réflexion de est-ce qu'on va pouvoir créer une start-up à partir de cette technologie, donc deep tech, parce qu'on ne pourra pas itérer aussi rapidement que sur une startup classique. On ne pourra pas lancer un premier produit en 3 mois, prendre des retours, améliorer le produit. Non, parce qu'il y a vraiment au cœur de la startup des brevets et une technologie fondamentale qui a mis du temps à développer, qui est longue à développer, qui n'est pas encore mature et qui sera mature plus tard. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Mais les sujets, comme vient d'être abordé aujourd'hui, sont très intéressants puisqu'ils sont très liés à tous les domaines de l'énergie, des procédés, de l'aérospatial, de la chimie, du numérique, alors que les startups, disons, classiques et lesquelles on connaît, visent très souvent en fait l'optimisation des processus digitaux, des PME ou des choses comme ça, quoi. Comment vous définiriez la deep tech, Olivier ou David ? Alors, c'est un vaste sujet. Je dirais que tu as fait une bonne introduction. La deep tech, c'est vraiment des innovations très, très technologiques et qui prennent du temps. Je pense que c'est vraiment le point qui nous caractérise, c'est qu'on peut effectivement pas itérer très vite. Donc, c'est un énorme défaut. Après, pour revenir sur un thème, en tout cas, moi, je partage ma vision. On parle souvent de start-up deep tech. En fait, on est très rarement une startup deep tech. Pendant 5, 6, 10 ans, on est une société technologique qui fait très peu de chiffre d'affaires et très peu de croissance. Donc, on n'est pas du tout une startup jusqu'à ce qu'éventuellement on connaisse la croissance. Donc, ça, c'est des fois un petit abus de langage. Il ne faut pas s'attendre à ce que les startups deep tech soient toutes avec une croissance de 20% par mois. Ça n'arrive que très, très tard, si ça arrive. Et donc, la deep tech, c'est vraiment pour nous, quand il y a un actif technologique, scientifique fort, et donc une barrière à l'entrée forte. C'est ça qui en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on caractérise le sujet deep tech, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas être répliqué très vite.
Tu peux donner un exemple d'une des startups Je fais que ça, donc ouais. Typiquement, dans la chimie, on a une de nos startups qui a un ensemble de brevets, un portefeuille de brevets pour faire des éco-catalyseurs. Donc, des éco-catalyseurs, c'est typiquement, on remplace certains. On va venir modifier des procédés chimiques qui existent aujourd'hui pour remplacer certaines molécules qui sont très polluantes ou très peu efficaces par des molécules qui sont pour le coup naturelles, biosourcées, faire les mêmes procédés, donc finalement permettre de produire ta veste, tes chaussures, etc. Mais en étant beaucoup plus green. Et ça, c'est des processus chimiques qui ont été développés pendant 15 ans, 20 ans, avant de pouvoir envisager un passage à l'échelle du kilo. Et il nous reste encore du chemin pour arriver à une échelle de la tonne. Ça, c'est un exemple précis. C'est ce qu'on décrit par la phase d'industrialisation. C'est-à-dire que souvent, ces startups-là vont passer un certain temps à essayer de prouver qu'il y a un besoin pour leur innovation et trouver des premiers clients. Et le faire avec des startups, avec d'abord 10 kilos de procédés améliorés. D'abord 1 kilo. D'abord 1 kilo, ensuite 10 kilos. Et après, tout d'un coup, il faut construire une usine. Ça, c'est encore un autre job un peu compliqué à faire. David ? Alors, je vais essayer de dire des choses qui n'ont pas été dites, parce que c'était très complet. Nous, c'est vrai que, je rejoins ce qui a été dit, un des principaux facteurs qui sont très importants pour les startups deep tech, c'est le temps. Et qui dit temps et R&D dit besoin capitalistique important, a fortiori parce que ces startups mettent longtemps à dégager du chiffre d'affaires. Donc en général, ça peut mettre 5, 10 ans, voire plus. Et donc, c'est ce qui caractérise ces boîtes aussi, c'est que durant toute cette période, elles ont besoin de se financer. Pour les acteurs qui financent traditionnellement ces startups, que sont alors les banques, mais elles ne financent pas déjà beaucoup les boîtes classiques, et les investisseurs, en fait, on a un double risque, qui est le risque technologique et le risque marché. Et donc, ça crée un risque qui est beaucoup plus important. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu, il y a 6 ans maintenant, cette impulsion de l'État pour dire, en fait, nous, on va prendre ce risque. On va commencer à financer ces boîtes que les gens ne financent pas en espérant qu'à un moment le capital privé suive, parce qu'il y aura eu des belles histoires qui se sont créées, il y aura eu ce qu'on appelle des belles equity stories et puis potentiellement des exits, je parle beaucoup en anglais, mais voilà, vous connaissez donc des rachats de ces startups par des entreprises. Et donc ça, c'est quand même au cœur des problématiques de la deep tech, c'est ce temps long. Et puis évidemment, ça je parle c'est d'un point de vue de go-to-market, mais en fait, quand on parle de ce que fait la deep tech en tant que telle et ce que font les startups, en fait, nous aussi, on a été obligé de trouver une définition parce que c'est toujours important de définir les mots et on a défini 4 critères. Le premier, c'est que c'est des startups qui ont un lien avec le monde de la recherche. C'est pas forcément un chercheur qui l'a créé d'ailleurs, hein. C'est juste qu'il peut y avoir un chercheur dans l'équipe ou que quelqu'un qui a un profil plus business a été chercher une startup ou une techno dans un labo, mais ensuite pour la valoriser. Le deuxième sujet, c'est que c'est des boîtes qui ont une technologie qui fait avancer l'état de l'art, en tout cas qui protège sa technologie à travers des brevets pour passer à l'étape suivante. Faut aussi que ces startups-là, cette technologie, elle leur donne un avantage concurrentiel sur le marché. Sinon, personne, les gens en voudront pas forcément. Et puis le quatrième, c'est ce que je disais, c'est des boîtes qui ont un time to market qui est long et complexe. Donc on a cette dualité entre du temps long, de la recherche et donc une forme de complexité. Et c'est un enjeu pour nous au quotidien d'essayer de faire accepter ça dans l'écosystème. Et puis pour qu'on dise plus que les startups, il y a les startups normales et les startups deep tech, qu'on dise il y a les startups normales et les startups tech. Voilà. Est-ce que tu peux mettre un petit peu des chiffres sur qu'est-ce que la BPI fait pour financer dans une phase d'émergence une première startup? Parce qu'il y a des programmes existants qui permettent donc à une startup qui a sa première idée d'aller à un certain stade et ensuite combien il faut pour aller plus loin? Ça peut-être. Oui, alors sur le combien, je laisserai Olivier compléter, mais sur le comment, nous, en fait, notre but chez BPI France au début, dans les premières étapes, c'est de dérisquer. Enfin, finalement, notre objectif in fine, c'est qu'il y ait de l'argent privé qui prenne le relais, hein. Nous, on n'a pas vocation, sinon on serait dans un pays communiste, on n'a pas vocation à détenir ou à financer 100% d'une start-up. Donc, dans un premier temps, notre objectif, ça va être de dérisquer cette start-up. Et en tout cas, de faire en sorte que quelqu'un qui va mettre de l'argent privé, il se dise la start-up a déjà un peu d'argent dans ses caisses. Donc, on a des
produits de financement. Et donc, des produits de financement, soit où on va chercher, comme chez son banquier, dans sa direction régionale, un financement, soit on va répondre à un appel à projet qui a été lancé et qui permet de récupérer de l'argent qui est non dilutif, donc qui ne va pas impacter le capital. Cet argent non dilutif, il peut aller assez loin. Dans un deuxième temps, il doit permettre de faire effet de levier sur de l'argent privé. Donc, finalement, quand des gens investissent, ils se disent j'investis 1000, avec l'argent non dilutif qui va arriver derrière, s'il y a 500, il y aura 1500. Et donc, c'est un peu ça la logique. Et donc, on a un deuxième, et enfin, on a un deuxième moyen d'action qui est d'investir directement dans les boîtes. Donc, on a plusieurs fonds d'investissement chez BPI France qui sont thématiques, et donc on investit directement au capital des boîtes. Et ce que j'allais oublier aussi, c'est qu'on a une dernière activité qui est très importante, c'est qu'on a une activité de fonds de fonds. On finance des fonds d'investissement pour qu'ils puissent investir eux-mêmes dans les startups, parce qu'on n'a pas la science infuse. Il y a souvent des gens qui investissent mieux que nous. Et donc, ces gens-là, on les finance. Et j'espère que... Voilà. Et d'ailleurs, c'est la preuve vivante. On a financé Olivier parce qu'il il investissait mieux dans les boîtes que nous. Donc voilà comment on essaye de créer un continuum de financement. On essaye de faire en sorte que la startup ou le porteur de projet, à chaque étape de sa vie, il ait une solution de financement avec de l'argent public et puis de l'argent privé qui prennent le relais. Et ça marche super bien, parce que typiquement sur nos boîtes en portefeuille, pour 1 euro privé investi, on a environ un peu plus d'1 euro public qui abonde. Donc ça fait des effets de levier qui sont très importants, d'autant plus qu'un enjeu en France en particulier, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'investisseurs en capital risque qui se positionnent sur la deep tech. Il y a une culture, et puis aujourd'hui les équipes d'investissement sont très habituées au digital, et d'ailleurs habituées au retour du digital. C'est complètement différent en deep tech, donc cette impulsion de BPI, elle est très très bienvenue, et elle commence à porter ses fruits, je pense, dans pas mal de domaines. Après, il faut effectivement beaucoup d'argent. Je pense que c'est une des caractéristiques des startups deep tech, c'est qu'il faut qu'elles soient très bien capitalisées au départ. En fait, c'est une erreur de penser qu'on peut lancer une startup deep tech avec 200 000 euros, parce qu'en réalité, on va très très vite s'éteindre, s'épuiser, on n'aura pas atteint de milestones techniques, commerciaux ou autres. Donc, il faut qu'elle soit très bien capitalisée au départ, et il faut qu'elle maîtrise extrêmement bien son cash. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans certaines startups digitales qui peuvent se le permettre. Et c'est bien, parce qu'elles ont une croissance gigantesque. Une startup deep tech, si elle est arrivée au bout de son cash avant d'avoir atteint un milestone technique ou commercial, c'est mort. Donc après, on pourra peut-être en reparler sur le rôle des grands groupes dans ces phases-là initiales, qui est à mon avis crucial. Et ça prend à peu près combien de temps et combien d'argent pour avoir une première version de son produit, donc qu'on peut faire tester à un industriel, par exemple, sur un POC? C'est hyper variable d'un produit à un autre. Néanmoins, il faut quand même essayer de cadrer un peu les choses. Nous, en général, pour avoir un tout premier produit, on met moins de 18 mois, mais c'est un tout premier produit. Pour avoir un vrai produit commercial, il faut plutôt entre 3 et 5 ans. Là, on commence à avoir un produit qu'on se dit, OK, celui-là, on est peut-être en mesure de l'industrialiser. Donc, ça prend beaucoup de temps. Avant l'industrialisation. C'est quoi les montants associés en termes de financement? En général, à ce stade-là, on a mis environ 2,5 millions et on a eu 2,5 millions de subventions, avances, etc. Donc, c'est des startups qui, disons, coûtent plus cher. Ça coûte plus cher, mais c'est pas gigantesque. Ouais. C'est ça qui est paradoxal. Ça fait beaucoup d'argent. On est tous d'accord, 5 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais quand on compare ça à nos homologues ailleurs dans le monde, on fait énormément de choses avec nos ingénieurs français. On est très efficace, je trouve, dans le capital. Et donc c'est aussi pour ça que la BPI y va sous l'impulsion de l'État. Hein. C'est parce qu'ils pensent vraiment qu'en France, on a une belle opportunité avec notre recherche et qu'il faut la booster pour créer les champions européens et mondiaux de demain. Et d'ailleurs, si on regarde les sociétés du CAC 40, en fait, si on la regarde une à une chacune, en fait, on se rend compte que fait, c'était un peu toutes des deep tech initialement, quoi. Toutes sont parties d'un avantage un peu technologique assez fort, en tout cas pour les boîtes industrielles. Oui, en fait, en fait, on n'avait pas trop le choix que d'aller sur la deep tech en réalité, parce que en fait, on est dans un monde où finalement notre avantage, il va se créer par c'est une économie de la connaissance, enfin, par notre capacité à créer des choses qui soient disruptives technologiquement. Et en fait, il y avait quand même une vague à l'époque qui partait beaucoup des États-Unis, en Corée, en Israël, des pays qui sont très innovants d'un point de vue technologique, d'une part, et d'autre part, on a une recherche qui est beaucoup critiquée, mais quand même qui arrive à produire des choses extrêmement fortes. Et puis enfin, on avait, et c'était très important, un écosystème de capital risque qui était déjà mature, c'est-à-dire on avait des investisseurs qui avaient commencé à monter des fonds et donc qui étaient
prêts à créer le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire à se dire, OK, maintenant, on va aller sur quelque chose de différent, de plus risqué. Et donc, aujourd'hui, finalement, la deep tech, ça représente déjà le nombre de startups depuis 2019 qui se créent chaque année a doublé. On est à près 350 par an. Et les startups deep tech, en 2023, c'était 50% du capital investissement en France. Donc voilà, c'est toute cette impulsion collective qui a permis de créer ça. Super, merci beaucoup. On va prendre quelques questions, si vous en avez, sur ce que c'est que la deep tech ou les startups deep tech. Je ne sais pas s'il y en a qui vous ont des clarifications avant de parler des collaborations avec les grands groupes. La réalité, c'est que les fonds de fonds veulent le même TRI que ce à quoi ils ont été habitués depuis 15 ans. TRI, c'est le retour sur investissement. Annualisé, oui. Annualisé, très, très. Donc, la réalité, c'est que, et ça va même plus loin que la deep tech, c'est que les gens veulent faire de la deep tech et de l'impact avec les mêmes TRI que ce qu'on a connu sur des logiciels qui se développent en 3 ans et qui scale, qui passent à l'échelle de manière exponentielle. Ce qui est rarement le cas si on veut avoir de l'impact et un domaine industriel. Donc c'est très très compliqué dans les faits. Il y a très peu de fonds qui investissent réellement, de fonds qui investissent réellement dans les fonds deep tech. BPI, c'est un peu l'exception et qui essaye d'entraîner avec eux d'autres fonds. Il y a quelques fonds de fonds très, qui ont des grosses surfaces financières, qui savent qu'ils doivent se diversifier dans la deep tech s'ils ne veulent pas louper certaines tendances dans les 10-15 ans à venir. Mais il y en a peu. Donc pour réussir à les capter, il faut avoir un modèle qui permet de leur montrer qu'on est capable de dérisquer l'investissement deep tech. Et donc, ça veut dire qu'il faut être des équipes qui soient capables de comprendre la science, de l'avoir déjà fait éventuellement. C'est quand même un plus, d'avoir déjà monté des boîtes dans la deep tech pour dérisquer ces investissements early stage. Et c'est le grand problème, c'est qu'on a beaucoup d'équipes de VC en France, notamment aujourd'hui, qui ont fait depuis 15 ans toute leur expertise, qui est une très bonne expertise, mais sur du logiciel. Et donc, face à un produit de la chimie lourde ou de la création de diamants de synthèse, ils sont complètement perdus parce qu'ils ne savent pas estimer le risque produit. Et là, c'est là que les grands groupes ont vraiment une carte à jouer. C'est que vous avez une connaissance des secteurs impactés par la deep tech qui est assez unique. Oui, en fait, on a fait l'exercice récemment pour notre plan stratégique. En fait, on estime que sur les années qui viennent, si on veut réussir à financer toutes les startups deep tech, il faut qu'il y ait 25 milliards d'euros sur le marché en investissement pour ces boîtes. Donc oui, en fait, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je suis entièrement d'accord. Finalement, un fonds de fonds, il fait pas de la subvention, quoi. Il veut du retour sur investissement. Et pour l'instant, on est beaucoup dans une logique, en effet, de prise de risque et de test, parce que finalement, il y a une question de FOMO. Ils veulent pas rater une opportunité si un jour elle se présente. Donc l'enjeu, là, c'est pour les fonds qui sont déjà lancés, d'arriver à montrer qu'ils sont capables de faire du retour sur investissement pour pouvoir lever un nouveau fonds. Et ensuite attirer plus de capitaux sur le nouveau fonds. Les fonds qui ont réussi sur leur premier fonds à avoir des bons niveaux de rentabilité, après ils arrivent à lever encore plus de fonds. Donc encore une fois, c'est une logique hyper écosystémique qui est à l'œuvre là. C'est un très bon point que vous soulevez parce qu'en réalité, en France aussi, on a un biais, c'est qu'en fait, on a un marché qui est plutôt gros, mais qui n'est pas assez gros pour scaler à l'échelle européenne, donc enfin à l'échelle française, mais et donc on a directement ce biais de pas forcément penser gros. J'allais dire, c'est un vaste sujet parce que pour moi, c'est un sujet culturel et un sujet de mentalité. Je ne vais pas refaire l'exemple des gens qui ont été aux États-Unis et qui ont vu la manière d'aborder les choses et d'aborder les boîtes. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut, et surtout dans un pays comme le Maroc où le marché finalement où le marché se situe plutôt ailleurs, le marché cible se situe plutôt ailleurs, c'est j'allais dire de penser très vite à l'internationalisation, de se rapprocher, d'aller assez tôt dans les écosystèmes où ça marche ou qui sont des écosystèmes de scale et pas être trop vite limité par la taille de l'écosystème local qui peuvent freiner sur un chemin de croissance. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, mais... Oui, c'est très vrai. Effectivement, on a un marché qui est à la fois
suffisamment gros pour faire des tests, mais trop petit pour passer à l'échelle. Nous, l'international, on essaie de l'aborder dans plusieurs strates. Un, au niveau de la recherche initiale, la technologie. La première chose qu'il faut faire, c'est de regarder que font les autres. Même si les chercheurs, c'est la communauté la plus internationale que nous, on connaisse, ça arrive quand même beaucoup que certaines innovations technologiques soient en fait de meilleure qualité ailleurs. Donc si on se regarde que nous-mêmes, que ce qui est sorti de nos labos, on risque de passer à côté d'une autre innovation qui est bien plus en avance que la nôtre, et donc de lancer un projet qui est déjà mort dans l'œuf en fait. Ensuite, il y a le côté structuration de l'équipe, c'est quand même extrêmement bien, c'est très difficile en France, mais pouvoir intégrer des profils internationaux dès le début, ça apporte de la fraîcheur et puis des approches un peu, notamment business, très différentes, et même dans le développement produit, on est quand même, tous les ingénieurs français, on est quand même formatés de façon assez similaire. Donc, ce qui est bien, c'est une force, mais ça, des fois, on peut un peu tourner en rond. Et puis, au niveau du financement, on essaye le plus vite possible d'avoir des co-investisseurs VC, plutôt européens. Nous, pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire avec des acteurs américains à ce stade-là parce que les tickets sont trop petits. Mais au moins européens, pareil, ça ouvre les marchés, ça ouvre l'état d'esprit des fondateurs des boîtes en réalité. Merci. Une autre question, une dernière. On espère. Espérance, tout à fait. En fait, pour être franc, je ne sais pas dire si c'est compensé par en espérance, on sera sans doute, c'est moins intéressant que d'investir dans du logiciel. On peut déjà se le dire. En fait, on ne peut pas faire x1000 en 2 ans sur une deep tech industrielle. Physiquement, c'est impossible. Donc, effectivement, les TRI ne seront pas les mêmes. Donc, les investisseurs qui investissent chez nous, ils ne cherchent pas uniquement du retour. Il faut qu'il y ait du retour, certes, mais en fait, ils ont plutôt panaché leurs investissements, leur portefeuille, et ils disent, OK, j'alloue entre 1 et 10% de mon exposition sur du early stage et de la deep tech, parce que j'ai une probabilité de retour qui est correcte, mais surtout, j'ai la possibilité d'avoir un impact et de contribuer réellement au monde physique, hardware. À la fin, on a quand même tous ce ressenti de, je vois dans l'agriculture, on ne fait pas pousser une tomate avec un logiciel, ça peut nous aider, etc. Mais à la fin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On crée pas, on va pas emboutir une pièce mécanique avec un logiciel. Il faut une machine, quoi. Et on le sait, au fond de nous, on le sait. Donc la plupart des gens veulent quand même continuer à investir dans ces domaines-là, mais c'est pas, on n'aura jamais le même niveau de retour. Et d'ailleurs, si je peux compléter, je pense qu'il y a un point qui est essentiel quand on réfléchit au marché de l'investissement, c'est le sujet de la liquidité. En fait, un VC, enfin un investisseur, quand il investit dans une boîte, son objectif c'est de récupérer sa mise, et pas que récupérer sa mise, c'est de faire x10. Pour qu'il récupère sa mise, il faut soit qu'il puisse, faut qu'il puisse revendre ses parts à un moment. Et pour qu'il puisse revendre ses parts, il faut soit qu'il y ait un investissement qui arrive après, soit que la startup rentre en bourse, soit qu'elle se fasse racheter par un corporate. Mais ça arrive quand même assez rarement, qu'elle atteigne un haut niveau de rentabilité, et peut-être elle aura des dividendes. Mais tout le monde cherche une porte de sortie. Et donc, finalement, moins il y a de portes de sortie, enfin, s'il n'y a pas de porte de sortie, ça va handicaper toute la chaîne de financement. Et je pense que ça fait une bonne transition pour parler justement du rôle que les corpos peuvent jouer. Encore une question sur les deep tech. C'est plutôt du très long terme. Enfin, on essaie plutôt un peu moins. Mais typiquement, on a une de nos sociétés qui conçoit des moteurs pour satellites. Donc des petits propulseurs pour satellites dont l'objectif est de faire durer les satellites plutôt 2 fois plus longtemps en orbite. Donc on en envoie 2 fois moins, etc. Nous, en fait, après, on essaie d'aller beaucoup plus vite. Ça fait à peu près 18 mois qu'on est dessus et notre premier vol test sur SpaceX part début de l'année prochaine. Donc, on est plutôt content. Après, entre ça, c'est un peu l'équivalent de l'essai clinique, hein, pour une biotech. Et donc, après, le chemin est encore long, mais c'est un gros premier milestone. Mais pareil, mais le vrai truc, c'est comment est-ce qu'on arrive à le faire en 2 ans et non pas en 8. Donc ça, il y a quelques techniques ou un peu d'expérience qu'il faut mettre dedans pour y arriver, et surtout beaucoup d'argent. Et c'est typiquement des projets qui sont issus du CNRS, par exemple, ce projet-là. Merci beaucoup. On va donc passer à peut-être pas encore à la deuxième partie, alors Yves, mais dernière question. Hein. Après, vous poserez toutes vos questions au cocktail. Pour servir une coupe à tout le monde. Justement, nous, on ne finance pas la recherche.
C'est la frontière qu'on se fixe quand on regarde une technologie ou quand on analyse une technologie au départ. Le vrai travail qu'on fait, c'est d'estimer la maturité de la technologie et dans combien de temps on peut avoir le premier produit. Nous, c'est notre stratégie. Si en 18-24 mois, on pense ne pas être capable de mettre un produit sur le marché, c'est qu'on est encore au stade de maturation technologique, donc de recherche. Alors, jamais fondamental, c'est plutôt de la recherche assez appliquée. Si on n'est pas capable de voir un chemin crédible et finançable vers un produit en moins de 18-24 mois, c'est qu'on est en train de financer de la recherche et ça, c'est pas notre métier. Il y a d'autres acteurs financés aussi par les pouvoirs publics, typiquement les SAT, etc., qui sont là pour ça, qui savent prendre ce risque-là. On peut les prendre d'ailleurs ensemble à certains moments, mais quand c'est de la recherche, on n'est pas capable de le financer. C'est pas ce qu'on est capable de faire. Et en fait, il y a un petit peu un effet filtre aussi, c'est que parmi toutes les technologies, disons, disponibles à l'échelle des laboratoires français, en fait, il y en a que quelques-unes qui vont être évaluées par leur écosystème, les porteurs de projets, etc., comme se disant, tiens, celle-là, elle a un potentiel business. Et donc, il y a beaucoup de capacités, en fait, entrepreneuriales et business à mettre en place pour pré-évaluer, même s'il n'y a pas encore de produit final, si vraiment il y a un marché, si vraiment il y a un besoin, et tester ça pour dérisquer, en fait, le fait qu'on se dise, bah, OK, je vais lancer la startup sur ce domaine. Donc il faut être très très bon en business et en économie un petit peu financière pour lancer des projets deep tech, d'où l'aide de startup studios comme TechnoFounders qui apportent aussi cette expertise-là à parfois des équipes plus axées recherche qui n'ont pas cette mentalité et ce mindset. Et c'est aussi ça qu'on fait un petit peu dans le programme qu'on mène avec la BPI en ce moment, où nous on coach 35 thésards qui sont en train d'évaluer le fait de potentiellement lancer une startup deep tech dans l'année à venir. Et donc, on les aide à se développer sur l'ensemble des pans, disons, business de leur projet, là où ils étaient jusqu'ici focalisés vraiment sur la technologie. On va passer à la partie sur la collaboration entre les startups et les grands groupes. Alors, donc on va démarrer ça. Comme tu l'as dit, tu avais fait une petite transition. D'une certaine manière, les startups deep tech en fait, sont beaucoup plus proches des enjeux des grands groupes que ne le sont les startups, disons, classiques, dont on fait la pub souvent, digital, etc. Et cet écosystème de financement qui est derrière, qui a été bien décrit derrière, les montants nécessaires pour lancer vraiment un produit pour une startup deep tech, font que, il y a besoin un petit peu d'une preuve, en fait, initialement, une vraie preuve concrète qu'après 18 mois, 24 mois, évoqué Olivier, ce que développe la startup deep tech a un vrai intérêt à ce qu'on appelle une vraie traction. Donc il y a des industriels, souvent, qui s'y intéressent et qui sont prêts à faire des partenariats avec ces startups. Et c'est un petit peu en démarrant ce cercle vertueux que les corporates, après, peuvent aider la startup à se déployer. Et c'est là que souvent, les corporates rentrent dans la danse en se disant que ces startups font finalement de la R&D, de la recherche et développement dans leur domaine, mais pas avec leur argent et potentiellement, comme l'a montré Olivier, plus vite qu'ils ne l'auraient fait eux-mêmes, parce qu'ils sont plus agiles hors des contraintes d'un grand groupe, etc. Alors, selon vous, quelles sont les opportunités Ouais, exactement. Ouais. Les opportunités pour les grands groupes. Pour la collaboration startup-grand groupe, moi je pense qu'il y a trois, ce qu'on a constaté dans notre portefeuille, il y a trois grandes phases dans lesquelles la collaboration startup-grand groupe est intéressante. Avant la création ou juste au moment de la création, il y a quelque chose qui est très intéressant, très important, c'est quand les entrepreneurs viennent parler à des grands groupes. C'est assez facile en France, je trouve que c'est assez facile de rentrer en contact avec des grands groupes. On a tous des anciens d'école ou du réseau proche dans un grand groupe. Mais l'enjeu... On envoie 200 messages sur LinkedIn. L'enjeu, c'est de comprendre que vous avez un rôle fantastique à expliciter votre besoin. Expliciter réellement quels sont vos pain points concrets. La plupart des entrepreneurs ont une vague idée ou se disent c'est génial, je vais révolutionner le spatial parce que je vais faire un super moteur, ont aucune idée de comment on construit un satellite. Et donc expliciter le besoin, votre besoin en tant que grand groupe, c'est la première marche pour aider les entrepreneurs et leur donner la meilleure chance de réussite. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler, c'est de la R&D qui coûte pas très cher pour vous. Vous les lancez dessus et vous voyez bien ce qui arrive derrière, c'est leveragé par les pouvoirs publics, c'est fantastique. Et puis ils bossent énormément. Donc non, c'est vraiment une opportunité de dingue humainement parlant. Mais donc la première étape, c'est avant la création, d'expliciter vraiment votre besoin. J'y reviendrai peut-être parce moi j'ai plein d'exemples de groupes qui sous réserve de confidentialité ou de confidentialité de données, sont incapables de décrire leur process de fabrication à un tiers
Et donc, le tiers, l'entrepreneur, il peut pas du tout imaginer une solution pour les aider. Et il y a plein de façons de faire, parce qu'il y a des groupes qui y arrivent très bien. Donc ça, c'est sur la première phase. Ensuite, il y a la phase de prototypage. Donc c'est là où on fait notre premier produit. Et là, le grand groupe a un rôle essentiel de bêta-testeur pour moi, de premier client, quelque part. Faut savoir prendre un petit risque, qui en général est quand même très modéré, et qui s'encadre très bien dans des contrats de collaboration, de partenariat, etc. Ça coûte pas très cher, en général. Ça ne demande pas des engagements démentiels, mais c'est une accélération dingue pour les entrepreneurs, parce que c'est un premier client. Et donc, quand vous avez un premier client, vous pouvez commencer à itérer sur votre produit, et sur la manière de le distribuer, sur la manière de le produire, la manière de le délivrer, de l'entretenir, etc., surtout pour des machines. Donc, le premier client, il a une valeur inestimable. Et vous, quelque part, en tant que grand groupe, quand c'est dans votre domaine, c'est une prise de risque qui est quand même assez modérée. Donc, être le bêta-testeur dans les phases de prototypage. Et ensuite, dans les phases d'industrialisation, c'est là où c'est hyper clé et ça manque un peu plus, c'est d'être capable d'émettre des besoins et de s'engager sur des LOI. En gros, dire, OK, ton produit, il est sympa, mais si tu es capable d'en produire 1000, je te les achète. Je les achète à tel prix. Et ça, il y a très peu de groupes qui sont capables de le faire. Pourtant, il y a des moyens de le faire qui ne sont pas du tout engageants. Parce que si tu es capable de le produire, je l'achète à tel prix. Si vous avez bien fait, si on a bien fait notre boulot des deux côtés, on est sûr qu'on va tous gagner de l'argent et tirer un bénéfice de ce produit-là. Et si la startup n'arrive pas à le produire, il ne se passe rien. Donc, mais ça, c'est ultra important parce que pour vous, ce n'est pas une prise de risque. Enfin, pour la plupart des grands groupes, ce n'est pas une prise de risque énorme. Par contre, pour l'entrepreneur, ça change tout. Parce qu'avec ça, il va pouvoir aller lever les fonds qui lui permettent de construire son usine. Et en fait, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et là, vous avez un rôle ultra clé, parce que vous prenez un risque très modéré et qui débloque toute la chaîne. Tout à fait. Je vais juste expliciter ce que c'est qu'une LOI. Donc effectivement, il y a un certain stade, comme je disais, où pour pouvoir lever des fonds auprès d'investisseurs spécialisés pour construire son usine, le startup doit vraiment montrer qu'il y a des grands groupes intéressés. Et une des manières les plus classiques de faire, c'est de faire signer des letters of intent, donc lettres d'intention à ces grands groupes, qui sont des contrats, enfin des feuilles de papier Word, qui ressemblent à des contrats, mais qui sont écrits, c'est marqué dessus non-binding, donc c'est des contrats qui n'ont pas de valeur juridique et qui ne constituent pas un engagement, où le grand groupe dit, bah oui, moi j'ai explicité ce besoin. Si ta solution, dans 2 ans, atteint tel niveau de performance, alors oui, je potentiellement m'engagerai à te l'acheter à tel prix pour tel volume. D'accord ? Pour ceux avec nous qui ont fait des formations, ça correspond à un test de proposition de valeur ou de prévente sur des startups normales, mais là, adapté au monde de la deep tech. Et en fait, si vous réussissez à signer ce papier-là, même si, je répète, il n'a aucune vraie valeur juridique, c'est considéré comme un engagement suffisamment fort d'un grand groupe qui a clarifié son besoin et a quand même mis un engagement un petit peu personnel sur le sujet pour que l'entrepreneur, ensuite, derrière, puisse aller voir des investisseurs et leur dire « Regarde, moi, je ne suis pas n'importe quelle startup. J'ai déjà 10 grands groupes qui m'ont signé un papier qui me dit que peut-être ils achèteront ma solution. » Et là, donc là, ce que vous faites, vous aidez cette personne-là à lever des fonds pour construire son usine. Donc en fait, vous l'accélérez. Donc si c'est un vrai besoin pour vous, ce que vous faites, c'est que vous détournez de l'agent du capital risque et pour accélérer la réponse à vos besoins. Et au-delà du côté capitalistique, la LOI, ça permet aussi de cadrer les besoins et les performances attendues. Donc typiquement, dans le spatial, on a signé avant même la création de la startup, une LOI avec certains grands groupes français qui dit OK, si votre moteur atteint tel niveau de performance, j'ai un programme de constellation de satellites de X centaines ou milliers d'unités. Et donc ça a guidé la startup dans sa roadmap technique de dire OK, j'ai tant de temps, ou je me laisse tant de temps pour atteindre ces performances-là. Donc c'est gagnant-gagnant parce qu'en fait le grand groupe, lui, il sait que c'est uniquement si j'ai des performances super que je serai engagé ou moralement engagé, parce que c'est jamais très engageant. Et pour l'entrepreneur, il est capable de se focaliser sur une roadmap technique très claire et pas tester 1000 chemins. Je ne peux pas vous dire lesquels c'est, mais ils ne sont pas très nombreux. David, selon toi ? Ouais, juste un petit truc à rajouter. Il y a quelque chose qui est important, c'est que parfois les compétences qu'il y a dans les grands groupes peuvent être clés pour une start-up. De un, parce que c'est des profils expérimentés et qui sont habitués, qui peuvent décrypter un marché. Et de deux, parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à recruter pour les start-up. Je pense notamment aux fonctions réglementaires, les personnes qui sont capables de... Dans la logique de dérisquage pour une start-up, il y a tout cet aspect réglementaire, donc de compréhension du marché, de compréhension des contraintes, de savoir comment y aller. Ça, c'est quelque chose qui fait gagner un temps fou aux entrepreneurs et qui est fondamental. Et je dirais qu'il y a aussi une deuxième chose qui est malgré tout pour les startups deep tech, parfois la fonction
commercial, savoir aller décrypter à quelle porte taper, quel client adresser. C'est quelque chose qui peut parfois être un peu sous-estimé, mais en fait, parce que c'est le business as usual des corporates, mais en fait, qui est vraiment à leur disposition, qui peuvent mettre à disposition des startups. Est-ce que la BPI a mis en place des programmes pour aider les corporates ou des choses comme ça? Est-ce que c'est un de vos axes de développement, d'aider à ces collaborations? C'est un peu notre angle mort. D'accord. Non, en réalité, c'est un peu vrai, mais Nous, on est là pour ça en tout cas d'ailleurs. Non, mais Parenthèse pub, mais Start the Fuck Up, on vous aide à structurer vos collaborations avec les deep tech, hein, bien sûr. C'est le non, mais parce qu'en soutien. réalité, c'est pas là où les startups ont le plus besoin de nous. On va dire que c'est au moment de l'amorçage, et puis ensuite, il faut quand même laisser la machine se mettre en route. Après, nous, ce qu'on a essayé de faire à notre échelle, c'est de mettre en place des templates de collaboration. On a mis en place un mémorandum de collaboration entre startups et grands groupes qui rappelle, entre guillemets, les grandes clauses qu'il faut avoir dans une logique de collaboration d'un point de vue contractuel. Et puis, on a lancé récemment un service qui s'appelle Mercato, et qui permet, comme son nom l'indique, et pour celles et ceux qui aiment le foot, de se faire prêter dans une start-up, puisqu'il y a un dispositif qui permet de le faire, et puis avec un partage du salaire qui peut être décidé entre la start-up et le grand groupe. Et donc, on a mis en place y a des offres qui sont posées par les startups, c'est sur ledeeptech.fr, et donc vous, si vous faites partie d'un grand groupe, vous pouvez postuler pour rejoindre des startups pendant 6 mois, voire plus. Et on a eu des très beaux exemples. On a quelqu'un de chez Schneider qui a été chez Diamfab, qui est une entreprise qui est basée à Grenoble, où il est resté, hein, donc je ne devrais pas le dire. Mais au-delà d'ailleurs de l'expérience, c'est un formidable outil aussi pour régénérer, pour régénérer les collaborateurs, pour les confronter à l'innovation et donc pour rester innovant soi-même. Est-ce que vous avez quelques petites histoires de collaboration donc, entre un startup et un grand groupe aux différentes phases, par exemple, que tu as mentionné, Olivier? Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup parce qu'un de nos critères, quand on lance une startup, c'est d'aller justement tester le produit avec un grand groupe. C'est rare qu'une startup soit sur un domaine où il n'y a pas de grand groupe actif. Et donc, si on n'a pas une discussion, voire un intérêt fort d'un de ces grands groupes, en général, c'est pas une très bonne idée. Donc, on en a plein. Hein. Typiquement, en phase, je vous cite un exemple récent en phase de anté-création, donc avant d'avoir créé. Là, je discute avec des acteurs du traitement de la semence. Donc, c'est des gros acteurs industriels. Et c'est bluffant. Il y en a certains qui me disent « Non, mais moi, ce que je fais, c'est ultra secret. C'est trop sensible. Je peux pas en parler. Mais j'ai un enjeu. » Ah oui, super. Mais enfin, ça va pas m'aider à savoir est-ce que ma technologie, elle est proche ou pas? Est-ce qu'elle va vraiment t'aider? Parce que moi, start-upper, enfin, je dis moi, c'est le fondateur, on n'a pas mis les pieds dans une usine de traitement de semences. On a, nous, un bout de technologie qui, on pense, peut t'aider parce qu'en laboratoire, on a vu que ça avait un impact. Et à côté, donc ça nous aide absolument pas. On peut passer 6 mois à avoir des échanges stériles il faudrait d'abord signer un NDA avant que je te dise quoi que ce soit. Et puis quand on aura signé un NDA, je peux pas vraiment te dire quel est mon process. Ça sert à rien, on a déjà perdu 6 mois. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont beaucoup plus vite et soit partagent des données qui sont honnêtement très anonymisées, avec lesquelles on ne peut rien faire et qu'on finira de toute façon par avoir, et qui, au contraire, nous disent « Ok, moi, sur telle et telle et telle espèce très précise, j'ai un enjeu à tel moment de mon process, et ta technologie, elle m'intéresse si elle me fait gagner 40%, donc tant d'euros. » Et ça, c'est super parce que là, d'un coup, on repart en se disant « Ok, maintenant, c'est à moi de faire mes devoirs et de voir est-ce que ma technologie, j'arrive à lui faire passer cette échelle-là, à traiter 10 kilo/heure ou tant de tonnes/heure, etc. » Ça, c'est intéressant comme débat. Et en plus, ça ouvre naturellement on a envie de collaborer avec des grands groupes comme ça, de faire des partenariats. Naturellement, ça, c'est assorti en général de clauses d'exclusivité sur certains domaines, etc. Mais c'est bien. Donc ça nous aide beaucoup. Donc ça, c'est en phase de prototypage, anté-amorçage. Je ne vais pas raconter 15 anecdotes, parce qu'on a le temps. J'ai vu la nourriture qui arrivait. Voilà. Et après, on a des collaborations, même au niveau capitalistique, où des groupes peuvent investir dans certaines startups. C'est un peu plus technique à gérer, mais ça se fait très bien. On pourra peut-être en parler si vous voulez. Et là, il y a des collaborations qui peuvent être très fructueuses, parce qu'il y a à la fois un partenariat technique en général, ou commercial, et capitalistique. Et ça peut, en général, ça commence par un POC. S'il est couronné de succès, on passe en général à une phase de déploiement, et là ça donne de la visibilité à la startup. Ce groupe-là, soit directement, soit via sa holding ou une autre structure,
investit. Et donc, c'est mutuellement bénéfique parce que la startup a intérêt à réussir. Elle commence déjà à avoir une certaine échelle grâce à ce grand groupe. Et si le deal capitalistique n'est pas trop mal ficelé, ça n'empêche pas la startup d'envisager un exit avec un concurrent ou le groupe en question ou d'avoir d'autres clients. Bon, après, il y en a plein des exemples. Super, et si je prends un petit peu le point de vue du grand groupe, de ce qu'on a pu voir en termes de maturité et de ce qu'il faut mettre en place du côté du grand groupe pour collaborer avec les startups deep tech. Donc, collaborer du point de vue d'un groupe avec les startups, du point de vue d'un grand groupe avec les startups deep tech, c'est souvent initié par des entités proches de la R&I, recherche et innovation, ou un petit peu d'entités type open innovation, qui sont un petit peu en charge normalement de structurer leur processus et leur stratégie de collaboration avec les startups en général. Les entités R&I sont habituées à travailler avec des labos de recherche pour aller chercher des technologies dans les labos de recherche et les utiliser pour elles. Et les entités Open Innovation sont habituées à faire de l'achat de startups pour régler leur process de startups déjà matures. Mais donc, entre les deux, un petit peu, se cache le fait de collaborer, mieux collaborer avec cette nouvelle essor des startups deep tech qui se déploient de plus en plus. Et les grands groupes connaissent pas forcément toutes ces subtilités liées au temps de financement, les temps longs, l'argent qu'il y a derrière et comment vraiment parler le même langage pour optimiser le succès de ces collaborations. Donc voilà, donc nous on aide les grands groupes à mettre en place ce type de dynamique, à mieux comprendre les startups et mieux comment bénéficier de cet écosystème et à définir leur stratégie de collaboration avec les startups deep tech pour éviter des problèmes. David, est-ce que tu voulais compléter cette partie peut-être avec un exemple ? Non, tout a été très bien dit. Et donc, on est obligé un petit peu de clôturer en mode start de fuck up la conférence par le récit d'un échec. Vous connaissez tout notre podcast La Galère. Donc, est-ce que, Olivier, tu nous as parlé de collaborations qui ont bien marché, mais est-ce que je ne sais pas si tu as l'histoire de problèmes de collaboration avec les grands groupes. Là, c'est le moment où il vérifie ce qu'il peut dire ou pas. Plutôt que de nommer des noms, etc., je pense qu'il y a, je vous ai déjà cité le problème de la confidentialité trop grande qui est en fait une fausse barrière. Il y a un autre échec, un autre écueil qu'il faut éviter, c'est l'espèce de fausse collaboration où en fait on fait croire à la startup qu'on va bosser avec elle et au final notre équipe de R&D interne qui est super intelligente va trouver un moyen de contourner le brevet ou de refaire la même chose. C'est super, c'est jackpot parce que sur le projet en question, c'est très très smart et bravo. Sauf que la réputation, elle va très vite dans le milieu des startups. Et il y a certains grands groupes français qui sont connus auprès des startupeurs. Quand leur nom est prononcé, on se dit « Oulala, surtout, fais très attention à ce que tu vas faire avec eux ». Et ça met très longtemps à se corriger. Notamment dans la chimie, c'est très... comme on disait, des investissements très lourds. Ceux qui se sont fait avoir une fois en parlent très fort. Donc voilà, ça c'est un écueil. Je pense qu'un des écueils qu'on a eu très précis, mais qui est très banal, typiquement, c'est dans la chimie où on peut avoir certains groupes qui nous disent ok, ça m'intéresse, mais envoie-moi des échantillons gratuits. Un échantillon de chimie, ça coûte entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. Autant dire pas grand-chose pour un département d'innovation d'un grand groupe. Par contre, pour la start-up, tout le monde lui demande ça. C'est impossible. Elle est capable de montrer aucun chiffre d'affaires. La start-up, 2000 euros, ça peut faire la différence entre passer le mois ou ne pas passer le mois. Et ça, c'est des écueils. On n'a peut-être pas conscience en fait de ça, mais parce que peut-être qu'entre grands groupes, d'un groupe à l'autre, finalement, ça passe en dessous du trait. Pour les startups, c'est hyper important. N'hésitez pas à... faut pas dépenser de l'argent bêtement, mais éviter le côté je veux tout gratuit de la part d'un acteur qui, honnêtement, en général, a beaucoup de mal à passer chaque mois. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions donc, maintenant sur la collaboration Startup Grand Groupe avant qu'on aille évidemment manger ? Très simple, c'est être super honnête. C'est-à-dire ne pas vendre du rêve. Vous vendez ce que vous êtes capable de faire et expliciter de la même façon que vous demandez au grand groupe d'expliciter ses besoins, expliciter votre roadmap réel. Quand vous parlez à un investisseur, il faut de toute façon montrer un plan x10 parce qu'il va le diviser par 10. Le grand groupe, quasiment. Le grand groupe en face, la personne que vous avez, mon expérience, c'est que la personne que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un qui fait de la R&D professionnellement, sérieusement, depuis 15 ans. Lui, il n'a pas envie d'avoir un faux plan ou d'avoir un plan qui est faux à 80%. Il a envie d'avoir un plan qui est juste à 80%. Donc, le conseil qu'on donne, c'est d'être ultra transparent
sur les difficultés qui restent à résoudre, sur les performances actuelles de la technologie. Et donc, c'est un gros travail qu'on fait en démarrage avec les chercheurs. Les chercheurs, ils présentent toujours, parce que c'est comme ça qu'ils obtiennent des financements, ils présentent leur technologie sous le meilleur jour possible. Nous, le but, c'est de voir qu'est-ce qui ne marche pas encore pour savoir si effectivement on va arriver à le faire fonctionner. Et ça, il faut l'expliciter auprès du grand groupe et n'importe quel client d'ailleurs. Sinon ça tue la collaboration très vite. Je suis pas sûr. Pourquoi tu dis que c'est un aspect très franco-français? Ouais, si je dois réfléchir, non mais ça me fait penser, j'étais aux États-Unis l'année dernière et j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait en France, la réponse par défaut, c'est non. Euh, et aux États-Unis, le premier truc qu'on nous dit, enfin voilà, c'est le premier truc qu'on nous dit, c'est oui. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a inspiré ça. Je sais pas si ça vous arrive parfois d'avoir le sentiment d'être moi, je suis de nature très enthousiaste, donc d'être très enthousiaste sur quelque chose, et puis on va avoir directement, enfin, la première réponse qu'on va avoir, c'est un non, ou voir un point bloquant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que ça m'a inspiré. Ça m'a replongé dans mes pensées. C'est probablement la fin qui me. Peut-être un point qui est vrai dans la partie collaboration en groupe, mais aussi en termes de financement. En France, en particulier, on a une logique, beaucoup d'ingénieurs, de montrer à notre interlocuteur qu'en fait, on est un peu plus intelligent que lui. On a mieux compris son problème. Donc, et c'est vrai dans les discussions de financement qu'on a, où la plupart des partenaires dans un fonds de VC sont très heureux de montrer qu'ils ont vu l'angle mort de votre business. Vous savez qu'il y en a 15 des angles morts, donc voilà, vous ne découvrez rien. Et c'est un peu vrai aussi dans la collaboration technique. Je pense qu'une approche qui est plus vraie aux États-Unis et qui mérite d'être diffusée, c'est de dire, OK, attends, moi j'ai réussi à faire une boîte qui fonctionne, où j'ai réussi à faire de l'argent, mais sur un domaine, c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Maintenant, comment je peux t'aider, toi, à aller plus vite, à toi aussi faire un succès, à toi aussi développer un produit qui va fonctionner. Et c'est une logique assez différente de dire, attends, je vais essayer de trouver intellectuellement quel est le point noir de ton projet, de ton produit, etc. C'est un état d'esprit où on se dit, comment je peux t'aider? Et je pense que ça mériterait d'être plus diffusé. Tu m'as bien secouru là. rien. C'est ce que je voulais dire en fait. Et il y a un autre point peut-être pour répondre Samir. Moi, je pense que les Américains doivent être un peu plus français et que les Français doivent être un peu plus américains et adaptés suivant à qui tu parles. Donc effectivement, les start-upers français doivent être un peu américains quand ils parlent à des investisseurs parce qu'ils savent pas assez bien se vendre, et ils savent pas assez viser des marchés ambitieux et avoir une vraie compréhension en business. Et par contre, les Américains, ils ont quand même tendance à vendre du vent et à lever beaucoup d'argent sur les trucs qui parfois peuvent complètement se planter. Donc tout le monde connaît l'histoire de Theranos. Il y a aussi des Theranos français, rassurez-vous, j'en ai détecté quelques-uns. Pas dans le programme de la BPI, ne vous inquiétez pas. Et c'est pourquoi ils peuvent faire ça aux États-Unis. C'est parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'argent pour se planter. Donc en fait, l'écosystème américain, s'ils ont perdu 100 millions sur Theranos, en vrai, c'est pas grave pour eux. Donc en France, vu qu'on a un peu moins d'argent, on a peut-être un peu raison d'être un peu plus. Et l'argent, il y a la culture de l'échec aussi. Ah oui, puis ils sont prêts à se planter complètement. Voilà. Je sais pas qui aurait financé SpaceX en France avec le pitch de on va lancer des fusées, on va voir comment elles explosent, on va analyser comment elles vont exploser pour faire une meilleure fusée après. Difficile à financer en écosystème européen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est. Enfin, je sais pas si c'est rare ou pas, j'ai pas les stats, mais non, ça arrive et c'est même plutôt intéressant. Et honnêtement, l'entrepreneur, à chaque fois qu'il commence une collaboration avec un grand groupe, quand il est sur sa chaîne de valeur, il y pense tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un des points intéressants. Ça vaut le coup pour le grand groupe d'expliciter où est-ce qu'il en est de sa réflexion. Typiquement, est-ce qu'on en est à je regarde parce que ça peut m'aider dans mon core business, ou je regarde parce que potentiellement je veux faire de la veille sur ce secteur-là, j'ai aucun intérêt stratégique à vous racheter, mais ça me permet de faire de la veille. Au moins, ça explicite et il n'y a pas de fausses attentes de la part des deux côtés. Ou au contraire, moi, je mets un premier pas parce que si ça fonctionne bien,
je peux être potentiellement intéressé par vous racheter. Ça vaut le coup de l'expliciter. De toute façon, ça devrait être explicité à un moment, surtout s'il y a un deal capitalistique, si le groupe rentre au capital. Mais c'est souvent dans les plans. Et quand c'est dans les plans, il vaut mieux l'avoir écrit. Et c'est pas grave, je construis un peu là-dessus. Moi, ça m'est arrivé dans une boîte de notre portefeuille. Au début, le grand groupe, il ne sait pas lui-même exactement ce qu'il veut faire. Sa stratégie, elle n'est pas super claire. C'est typiquement quand on est dans le cas de je veux faire de la veille sur ce secteur qui est très nouveau, j'investis un petit ticket pour voir. Et pendant longtemps, la réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être racheté, je ne sais pas si je vais même continuer à collaborer d'un point de vue technique. Et quelques années plus tard, sur une de ces lignes-là, la réponse a été de dire bon, on a clarifié notre stratégie, nous, on ne sera pas acheteur. Mais là, ce qui est génial, c'était une super collaboration avec ce groupe-là, c'est qu'ils l'ont explicité. Et du coup, ils ont dit aussi, bon, du coup, la clause dans notre pacte d'associés qui dit qu'on a un droit de première offre ou de refus de première offre, etc., on l'abandonne. On vous aide, on vous met pas des bâtons dans les roues. Donc ça, je trouve une bonne pratique d'un point de vue grand groupe. Donc une industrie qui fonctionne comme ça depuis longtemps, qui a un très bon modèle à suivre pour les autres parce qu'elles ont entièrement externalisé leur R&D presque intégralement à des startups deep tech, c'est la biotech. Donc tous les nouveaux médicaments en fait aujourd'hui sont essentiellement inventés et conçus non pas par la R&D de Sanofi, Bayer, etc., mais par des startups biotech qui ont exactement le même process que décrit ici. Et dans cet écosystème-là qui est extrêmement processé avec des investisseurs spécialisés, qui est là depuis longtemps et qui fonctionne complètement, grosso modo, la startup, alors je vais être un peu pédagogue, donc peut-être dire des bêtises, mais la startup s'arrête au moment où elle a prouvé que le principe actif de son futur médicament passait quelques études cliniques. Et après, tout de suite, ils sont rachetés en fait par un grand groupe pharmaceutique qui là va le déployer, l'industrialiser, la production, la fabrication, les certifications additionnelles sur tous les pays, etc. Et ça fonctionne comme ça. Ils ne vont jamais plus loin. La fin est toujours, grosso modo, de se faire racheter l'intégralité de la molécule ou une partie de l'utilisation de la molécule pour être déployée par le grand groupe. C'est ce qu'on a eu avec donc le vaccin contre le Covid. Et c'est hyper intéressant l'exemple que tu cites parce que c'est une des rares industries qui a réussi à un peu normaliser ce que le grand groupe attend pour acheter. On attend les résultats de la phase clinique, la toxicologie, etc. Enfin, je ne vais pas citer tous les exemples. Et une fois que tout ça s'est ouvert, et il y a une liste, en fait, elle est quasiment finie, là, je peux racheter. Et cette industrie-là a réussi à normaliser ce que le groupe, quel est le niveau de confort auquel un grand groupe est capable de racheter. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres industries, peut-être parce que c'est moins répliqué, mais c'est ça la grande force, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas du tout. Les gens ont faim et veulent du champagne. C'est fantastique. C'est le plan de la suite. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir nos intervenants.